Bien, je vous dis bonjour à tous et à toutes et à tous. Je débuterai mon propos par un simple constat. Avec ce qu'il est convenu d'appeler la mondialisation, on voit se développer un certain nombre de mouvements protestataires qui se définissent eux-mêmes comme altermondialistes. Et du coup, on a vu apparaître déjà il y a quelque temps un slogan sur nos médias, sur nos écrans de télévision, dans la presse, qui était le suivant: il existe un autre monde possible. Après quelques mois, d'ailleurs, le slogan s'est un peu affiné. On entendait: il existe un autre monde possible, faisons-le. Or, la revendication de la réalisation d'un autre monde possible revient à faire de l'utopie quelque chose qui serait porteur de sens. L'utopie renvoyant à un idéal, la représentation d'une société heureuse. Donc si l'on revendique la réalisation d'un autre monde possible, cela présuppose évidemment qu'il existe un autre monde possible, qu'une autre réalité soit effectivement réalisable. La question que je voudrais poser aujourd'hui consiste à mettre en question cette revendication. Existe-t-il un autre monde possible? Et si oui, la réalisation de cet autre monde est-elle véritablement souhaitable? Plus précisément encore, on peut se demander si l'invocation d'un autre monde possible n'est pas une source d'illusion, au sens philosophique du terme. C'est-à-dire, est-ce que finalement, cette invocation ne nous amène pas à nous détourner du réel, à nous détourner de la réalité, au profit d'un autre monde qui serait possible, mais qui en attendant n'est pas réel? Alors, je débuterai l'analyse de cette question par une simple remarque. Si l'on s'attache à la notion de monde possible, en termes leibniziens, par exemple, et pour dire les choses simplement, si l'on s'attache à la notion de monde possible, on obtient la notion d'un monde dans lequel les êtres et les événements sont compatibles logiquement. Un monde possible, c'est un monde dans lequel les êtres qui habitent ce monde et les événements qui se produisent dans ce monde obéissent à une compatibilité logique. Alors, par exemple, que César traverse le Rubicon pour prendre le pouvoir à Rome s'inscrit dans un monde possible. Que César ne traverse pas le Rubicon et ne prenne pas le pouvoir à Rome, ça s'inscrit aussi, a priori, dans un monde, semble-t-il, possible. Il n'y a pas de contradiction dans cette affirmation-là. Évidemment, ça nous amène à penser qu'il existe, du point de vue de la pensée, là, justement, une infinité de mondes possibles. Parce que si l'on cherche toutes les combinaisons possibles de tous les êtres possibles et de tous les événements possibles, même en respectant ce critère de logique, on obtient bien une infinité de mondes possibles. Cela ne veut pas dire que tous les mondes sont possibles. Par exemple, il n'est pas possible que César ne traverse pas le Rubicon et prenne malgré tout le pouvoir à Rome. Ou plus radicalement encore, il n'est pas possible que César n'existe pas et qu'il traverse le Rubicon pour prendre le pouvoir à Rome. Donc, il existe, semble-t-il, une infinité de mondes possibles, mais tous les mondes, pour autant, ne sont pas possibles. Chacun de ces mondes possibles qui n'est pas le monde réel. Le monde réel, lui, est possible, puisqu'il est réel, mais il n'est pas seulement possible, puisqu'il est réel. Chacun de ces mondes possibles constituerait donc, à sa manière, une ressource pour une utopie. Encore qu'il faudra en éliminer un certain nombre, puisque, comme je le disais à l'instant, l'utopie nous renvoie à l'idée d'un monde idéal, une société heureuse, par exemple. Donc parmi tous ces mondes possibles, on pourrait en envisager un qui correspondrait à cette représentation de l'idéal et du bonheur. Mais le philosophe a aussi pour tâche de penser ce qui est, de penser la réalité, de penser le réel, de penser le monde dans lequel il est. Si on considère cette exigence-là, il faut se poser la question de savoir comment il se fait que parmi tous les mondes possibles, il y en ait un qui soit le nôtre et qui soit le monde réel. Qu'est-ce qui fait que parmi tous ces mondes possibles, il y en a un qui est devenu le monde réel, le monde dans lequel nous sommes? Si je reste sur le plan de la pensée de Leibniz, je trouve une réponse à cette question. Alors évidemment, cela suppose qu'avec Leibniz, j'adopte le point de vue de Dieu, que j'accepte d'adopter le point de vue d'un être parfait, d'un absolu qui serait à l'origine du monde. Admettons, engageons-nous dans la direction qu'il ouvre, par hypothèse, et voyons ce que cela donne, si l'on accepte d'adopter le point de vue entre guillemets de Dieu. Je dis entre guillemets parce que si Dieu est, par définition, évidemment, il n'a pas de corps et donc il n'a pas de point de vue, mais par hypothèse. Si on adopte le point de vue de Dieu, Dieu étant parfait, à la fois métaphysiquement, puisque Dieu est Dieu et qu'il est l'origine de toute réalité, et moralement, puisque si Dieu est Dieu, évidemment, il est parfait, moralement. Si j'adopte le point de vue d'un être parfait, et si je me demande pourquoi parmi tous les mondes possibles il a créé le mien, ce monde qui est réel, je ne peux pas dire autre chose que de soutenir que Dieu, parmi tous ces mondes possibles, a choisi le meilleur. Enfin, il a choisi le meilleur des mondes possibles. Le monde dans lequel nous sommes serait donc le meilleur des mondes possibles. Alors entendons-nous bien, on sait que Voltaire raille cette position-là dans Candide et fait tenir à Pangloss des propos qui relèvent du constat de l'existence du meilleur des mondes possibles alors qu'il a sous les yeux les pires des catastrophes. Lorsque Leibniz parle du meilleur des mondes possibles, il ne parle pas d'un monde parfait, puisque
la perfection c'est Dieu, que le monde n'est pas Dieu, que par conséquent il existe une imperfection originelle de la créature, de toute créature, il faut affirmer que le monde, qui est le meilleur des mondes possibles, est en même temps un monde imparfait. Mais c'est, disons, le moins imparfait possible. En tout cas, si l'on adopte le point de vue de Dieu. Vous voyez bien que si on entre dans cette logique-là, l'utopie d'un autre monde possible devient problématique. Enfin, on peut toujours concevoir un autre monde possible, mais faisons-le. De ce point de vue-là, évidemment, c'est insensé. Il n'est pas question une seconde de réaliser un autre monde qui serait différent de celui que nous connaissons. Puisque si j'adopte ce point de vue-là, je dois admettre que le réel, qui est le meilleur des réels possibles, est organisé selon un plan divin qui est le meilleur des plans possibles, de sorte que, dans notre existence, dans notre histoire, il n'y aura aucune place pour le hasard. Il n'y aura pas de hasard. Dans le meilleur des mondes possibles, ce qui règne, c'est une nécessité. L'idée de plan divin éclaire bien ça. Derrière l'apparente contingence des événements, derrière l'apparent hasard qui marque nos existences, se jouerait en réalité une logique parfaitement rigoureuse et rationnelle. L'utopie, de ce point de vue-là, serait tout au plus la représentation d'un monde idéal rêvé et ne pourrait que nous éloigner de la réalité. Elle ne pourrait que détourner en quelque sorte le philosophe de sa tâche, qui est de penser non pas ce qui doit être dans un idéal inaccessible, mais ce qui est. On retrouvera une logique analogue un peu plus tard chez Hegel. Hegel, de ce point de vue-là, entérine la position de Leibniz. Alors il la radicalise même, puisque Hegel maintient lui aussi le point de vue de Dieu. Enfin, ce point de vue qui n'en est pas un. Mais Hegel, en adoptant le point de vue de Dieu, renonce à penser le monde en adoptant le point de vue d'une espèce de créateur hors de la réalité naturelle et humaine. Dieu, pour Hegel, et pour dire les choses simplement, c'est l'homme. Enfin, c'est vous, c'est moi. Enfin, c'est pas vous et moi, c'est nous tous. Enfin, tous les peuples, toutes les civilisations, l'humanité tout entière, ce que Hegel appelle l'esprit. Et cet esprit-là obéit aux lois de sa nature. L'absolu, par définition, n'obéit pas à des lois qui viennent d'ailleurs, sinon c'est pas un absolu. Il obéit aux lois de sa nature. Admettons, là encore, par hypothèse que Hegel ait raison, pour voir où ça nous mène, si l'on entre dans cette logique-là, il faut admettre, comme le disait Leibniz, qu'il n'y a pas de hasard dans nos existences, qu'il n'y a pas de hasard dans l'histoire, et que si nous vivons dans le monde tel qu'il est aujourd'hui, ce n'est pas par hasard. Ce n'est pas en vertu d'un accident, ce n'est pas en vertu d'une espèce de déclinaison. Enfin, il n'y a pas un analogue là de la déclinaison des atomes chez les épicuriens. Vous savez, les épicuriens décrivaient le monde comme ça, des atomes qui tombent en plus fine et rectiligne, puis il y a une déclinaison accidentelle. Ils se rencontrent et se rencontrant, ils constituent le monde, mais après tout, peut-être que le monde aurait pu être autre. Ici, on ne peut pas concevoir l'histoire avec un modèle de ce type-là. Ce n'est pas une espèce de déclinaison accidentelle de rencontres de personnes individuelles qui constituerait l'histoire que nous connaissons aujourd'hui. Cette histoire-là serait l'effet d'une logique, là encore, parfaitement rationnelle, mais qui n'apparaîtrait pas immédiatement. Enfin, c'est vrai qu'au premier abord, l'histoire apparaît chaotique et insensée, mais au-delà de l'apparence jouerait quelque chose de parfaitement logique et rationnel. Et cette nécessité-là serait justement la réalité même que le philosophe aurait à dévoiler. Ce serait ça la tâche du philosophe. Ce ne serait pas de gémir sur le présent en invoquant d'autres mondes possibles. Ce ne serait pas d'envisager la possible réalisation d'un monde qui serait évidemment bien plus parfait que celui qu'il a sous les yeux. Lui-même étant convaincu qu'en tant qu'individu, si on lui laissait la possibilité d'agir, évidemment, lui ne se tromperait pas, il ferait quelque chose d'infiniment meilleur. Non, ce que Hegel nous invite à penser, c'est la nécessité de penser le réel, c'est-à-dire ce qui est, et non pas ce qui doit être. Mais pour penser ce qui est, il faut adopter évidemment là le point de vue de l'absolu. Ce que vous voyez apparaître précisément, c'est pour la deuxième fois dans mon propos, avec Leibniz d'une part, puis maintenant avec Hegel, mais c'est la même logique que nous retrouvons, c'est l'affirmation d'une histoire de l'homme dans laquelle il n'y a pas de place pour le hasard. D'ailleurs, on trouve cette phrase sous la plume de Hegel dans La raison dans l'histoire, la méditation philosophique n'a d'autre but que d'éliminer le hasard. Évidemment, si on exclut le hasard, on soutient, pour dire les choses simplement, là encore, que dans notre histoire, tout est joué d'avance. Tout est joué d'avance. Et si tout est joué d'avance, l'invocation d'un autre monde possible, évidemment, procède de la pure illusion. Peut-être s'agit-il de se rassurer en invoquant une autre réalité dans laquelle chacun pourrait trouver satisfaction, dans laquelle chacun pourrait satisfaire ses désirs, ou sa soif de justice, tout simplement. Mais là, à nouveau, il faudrait admettre que le philosophe ne devrait pas se laisser encombrer par ces utopies qui ne sont dans le fond que des chimères, des fictions, qui nous détournent de la réalité. Lorsque Platon écrit La République, il décrit une cité idéale qui ne correspond pas à ce qu'il a sous les yeux. La cité idéale de Platon, alors organisée hiérarchiquement, avec les philosophes rois tout en haut, les gardiens au milieu, les producteurs en bas, les esclaves encore ailleurs, cette cité idéale-là, ça ne correspond pas à un fait. Enfin, Platon ne dit pas ce qu'il a sous les yeux à l'époque où il écrit ce texte-là. Il écrit quelque chose qui est comme une sorte de contre-modèle, qui l'oppose à la réalité qu'il a sous les yeux. Il prescrit.
Alors bien sûr, il ne s'agit pas d'un projet au sens strict du terme, c'est un paradigme, disons une sorte de modèle idéal, mais il prescrit en adoptant un point de vue qui est celui de l'idéal. D'un point de vue hegelien, évidemment, une telle démarche ne fait qu'encombrer l'esprit, parce que pendant qu'on se détourne du réel pour penser ce que nous envisagerions de meilleur pour l'homme, pendant ce temps-là, nous ne pensons pas ce que nous avons à penser, c'est-à-dire la réalité elle-même. Par parenthèse d'ailleurs, on pourrait faire remarquer que la cité idéale décrite par Platon, qui est une utopie, au sens même étymologique du terme, elle est sans lieu, enfin elle n'est pas enracinée dans une espèce de lieu, puisque Platon ne décrit pas ce qu'il a sous les yeux. On pourrait faire remarquer qu'après tout, c'est vrai que la République idéale de Platon est un monde possible, enfin un monde politique possible. Un monde dans lequel les philosophes gouvernent, dans lequel les gardiens protègent, dans lequel les autres produisent, et enfin dans lequel ceux qui n'ont aucune des qualités d'âme requises pour occuper l'une ou l'autre de ces fonctions ne sont que des esclaves. Alors si c'est ça l'autre monde possible, chacun m'accordera que c'est un monde inquiétant. Enfin, je ne crois pas aujourd'hui, parmi nos contemporains, chacun souhaite la réalisation de ce monde-là. Bien, alors, si je m'arrêtais là, le regard porté sur l'utopie pourrait être qu'un regard critique, négatif, mais tout repose dans ce que j'ai dit là sur un point essentiel. Évidemment, on pourrait tenter de critiquer aussi bien Leibniz et Hegel en disant « Oui, mais alors si vous dites que tout est joué d'avance, si vous dites que tout est nécessaire, alors il n'est plus nécessaire d'agir, il suffit de laisser faire, soyons quiétistes, laissons l'histoire s'auto-déployer et puis ça se passera tout seul. » Ah non, mais ça c'est pas un argument, ça c'est pas le bon angle d'attaque si on veut mettre en question la théodicée de Leibniz ou la ruse de la raison telle qu'elle est pensée par Hegel. C'est pas le bon angle d'attaque, parce que si je dis que tout est nécessaire, si tout est nécessaire, y compris la révolution par exemple. Si elle doit avoir lieu, elle aura lieu. Donc vous ne trouverez pas sous la plume d'un Hegel, par exemple, l'idée selon laquelle il faut baisser les bras et laisser s'auto-déployer le cours des événements sans agir. S'il est joué d'avance que j'agisse dans l'histoire, j'agirai dans l'histoire. Ou plutôt, si je me dis qu'il n'est pas nécessaire d'agir parce que c'est joué d'avance, et si je n'agis pas, ça prouvera qu'il était joué d'avance que je n'agisse pas. C'est vrai. Mais si je m'engage dans l'action au niveau historique, et que cet engagement a lieu, ça signifiera par contre-coup, enfin, ça éclairera par contre-coup qu'il était joué d'avance que je m'engage. Donc, laissons cet aspect un peu, cette critique un peu facile qui consiste à reprocher à ces auteurs leur quiétisme. Il me semble que c'est un argument qui ne tient pas. Non, si l'on devait trouver un angle d'attaque pour mettre en question ce point de vue-là, il faudrait plutôt prendre en considération son présupposé, ce sur quoi il s'appuie, puisque, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, aussi bien chez Leibniz que chez Hegel, pour arriver à penser que le réel est ce qu'il doit être, qu'il n'y a pas d'autre monde possible, finalement envisageable du point de vue de la réalité, enfin que le réel est ce qu'il doit être, pour envisager cela, il faut adopter le point de vue de Dieu, ce point de vue qui n'en est pas un. Enfin, il faut penser le monde en adoptant le point de vue de Dieu, entre guillemets, un peu comme si l'on pouvait regarder la Terre en adoptant le point de vue du Soleil. Alors ça, sur le plan philosophique, on peut le mettre en question. Est-ce que véritablement le philosophe a les moyens de penser le réel comme Dieu lui-même? D'ailleurs, Leibniz ne dit pas ça, lui-même, les voies de Dieu en dernier instant sont impénétrables, on ne peut pas, notre entendement est limité, il est fini. Mais allons plus loin dans la critique et soutenons par exemple que de Dieu, on ne peut pas faire un objet de connaissance, que Dieu est inconnaissable. Qu'on ne peut pas résorber en quelque sorte le réel dans le rationnel. Parce qu'évidemment, si on peut penser le monde comme Dieu le penserait, si Dieu était, évidemment le réel serait pour nous rationnel. Mais en attendant, nous n'avons pas les moyens de résorber ainsi toute réalité dans nos catégories de pensée. Il reste une part de hasard, même lorsque l'on tente de tout rationaliser. Il y a quelque chose qui nous échappe toujours. Nous ne pouvons pas rationaliser totalement l'histoire de l'homme. Si on prend les attentats du 11 septembre, on va dire c'est une étape nécessaire de l'histoire qui annonçait, bon peut-être, mais alors comment expliquer que les avions justement ce jour-là vraiment touchaient au bon endroit, sur les tours, juste, puis 2 sur 3 et pas... Et si on rationalisait ça en adoptant le point de vue de Dieu, on aura des difficultés. Il restera une part de contingence, quelque chose qu'on n'arrivera pas à rationaliser. Donc admettons que nous ne puissions pas adopter le point de vue de Dieu, que nous soyons condamnés à regarder notre histoire en adoptant un point de vue humain, le point de vue de l'homme, donc le point de vue d'un entendement fini, limité. Si l'on regarde l'histoire ainsi, alors nous devons admettre qu'une part de hasard subsiste dans le cours des événements, quelque chose que nous ne pouvons pas rationaliser. Du coup, la réalité telle qu'elle nous est donnée, cette réalité n'apparaît plus absolument rationnelle. Après tout, le monde réel, ce monde que nous avons sous les yeux, c'est un monde qui, en droit, aurait pu être différent. C'est un monde qui annonce des mondes qui sont peut-être différents les uns des autres. En tout cas, s'il y a une part de contingence ou une part de hasard dans notre histoire, tout n'est pas joué d'avance. Si on adopte ce point de vue-là, peut-être que l'utopie peut jouer un rôle.
Parce que si l'utopie c'est la représentation d'un monde possible, idéal, merveilleux, dans lequel les hommes seraient heureux, etc., peut-être que l'utopie serait un moyen d'orienter en quelque sorte nos actions et nos pensées. Peut-être que l'utopie ici peut être réhabilitée en adoptant un point de vue proprement humain. C'est le point de vue, par exemple, que l'on trouvera exprimé chez Fichte. Lorsqu'il écrit les considérations sur la Révolution française, il dit « Nous ne trouverons jamais dans l'histoire du monde que ce que nous y aurons mis d'abord nous-mêmes. » Nous-mêmes. Ça veut dire que nous sommes dans une situation historique donnée, que demain n'est pas joué d'avance, et que par conséquent, le monde de demain, c'est un monde que nous avons à faire. Nous ne trouverons jamais dans l'histoire du monde que ce que nous y aurons mis d'abord nous-mêmes. Il faut y mettre. Mais y mettre quoi? Alors, est-ce qu'il faut simplement entériner la réalité telle qu'elle est, la maintenir en l'état, ou est-ce qu'il ne faut pas au contraire travailler à changer cette réalité au profit d'un monde meilleur, d'un autre monde possible? En ce cas, évidemment, l'utopie jouerait un rôle important, décisif. En tout cas, l'utopie ici apparaîtrait comme la source peut-être même d'un projet, quelque chose qui donnerait un sens à l'action. On pourrait se projeter grâce à l'utopie dans cet autre monde possible, qui serait du coup un monde meilleur, et qui nous permettrait... alors aujourd'hui, en tout cas, d'entretenir les plus belles espérances. Bon, alors là, moi, il me semble qu'on se heurte immédiatement à deux difficultés. Là, il y a deux difficultés. Il y en a une première, c'est que, j'ai employé le terme de projet, si on fait de l'utopie un projet, on soutient donc qu'il y a ce qui est, notre situation, ce qui doit être, un monde possible, et que l'idéal serait de résorber l'écart qui sépare ce qui est et ce qui doit être. Il faudrait travailler à résorber cet écart-là. Et en travaillant à résorber cet écart-là, puisqu'on adopte le point de vue d'une utopie censée même être morale, juste, etc., on travaillerait donc au bien, pour tous. Mais alors qu'est-ce qu'on fait de ceux qui ne veulent pas résorber l'écart? Qu'est-ce qu'on va faire quand quelqu'un nous dira « moi je ne veux pas » si je suis convaincu de détenir un projet qui est l'expression même de la justice à venir pour tous les hommes, un petit peu de contrainte, finalement, ce serait un bien-être pour tous. Autrement dit, on peut se poser la question de savoir si ce point de vue-là n'est pas toujours potentiellement terroriste. Est-ce que poser un tel idéal, un tel écart entre l'être et le devoir être et préconiser une modification de la réalité au nom de cet idéal, est-ce que ça n'est pas basculer dans quelque chose qui est un volontarisme sur le plan, d'ailleurs, de la pensée au premier abord sympathique, mais un volontarisme qui met en danger le respect de la personne humaine, pour dire les choses simplement. Après tout, celui qui ne voudrait pas résorber cet écart-là, qu'en ferait-on? Alors, il y a une réponse peut-être à ce problème-là qui consisterait à dire le mot que j'ai employé n'est pas juste. Il ne faut pas parler de projet. Une utopie, ça ne peut pas être un projet. Si c'est un projet, alors c'est potentiellement terroriste. Parce que, alors, on pose une espèce de devoir-être, un idéal absolu, et on prétend modifier la réalité au nom de cet idéal-là. Mais si l'on abandonne la notion de projet, si à la place on pense un idéal, justement un idéal, au sens où Kant emploie ce mot, un idéal régulateur, à ce moment-là, il ne s'agit pas d'une espèce de projet comme une théorie qu'on pourrait appliquer à la réalité de fait, un peu comme un scientifique qui en laboratoire appliquerait sa théorie à tel ou tel élément. On aurait un idéal qui permettrait simplement d'orienter la réflexion et l'action de celui qui s'interroge sur le présent et qui a à agir, la réflexion et l'action aussi de celui qui est en charge du pouvoir et qui, pour le coup, pourrait agir dans un sens qui serait plus favorable à l'humanité. Pour tout dire, avec la notion d'idéal, on abandonnerait toute velléité révolutionnaire pour préférer quelque chose qui serait de l'ordre de la réforme, quoi. Réformons, doucement, enfin, en suivant les choses, mais ne faisons pas la révolution, puisque là, il y aura un danger potentiellement terroriste. Mais il me semble que même si on maintient cet idéal-là, on a encore un problème. Même avec l'idéal, simplement. Parce que, encore faut-il lui donner un contenu à cet idéal-là. Quel contenu on va lui donner ? J'ai dit tout à l'heure, la République de Platon, c'est un monde possible. Enfin, en tout cas, a priori, un monde dans lequel une hiérarchie naturelle qui assigne à chacun sa place et dans lequel l'individu est soumis à une totalité qui le dépasse. Il me semble qu'aucun de nos contemporains, dans les sociétés démocratiques que nous connaissons, n'est tenté par ce type de modèle-là. Alors évidemment, on pourrait dire qu'il y a un autre modèle qui, lui, est universalisable et qui pourrait constituer cet idéal-là. C'est ce qu'on trouvera chez Kant, par exemple. Ce modèle, c'est la République. Parce que si je pense la République comme ce qui permet l'incarnation de la liberté et de l'égalité, si je considère la République comme ce qui est conforme aux exigences de la raison, alors la République est universalisable. Elle vaut en droit pour tous les hommes. Elle peut donc constituer un idéal régulateur permettant d'orienter l'action et la réflexion. Très bien. Alors ça marche bien. Mais il y a un problème, c'est que la République, on est dedans. Alors je vais faire remarquer simplement une chose ici, c'est que quand on entretient l'idéal républicain avant l'avènement des républiques démocratiques que nous connaissons, c'est enthousiasmant. Parce qu'on a une utopie, si l'on veut, régulatrice, qui donne du sens à l'action et à la réflexion, et qui nous permet de dire on va créer un monde nouveau.
Mais lorsqu'on hérite des institutions républicaines, la République est instituée, il faut faire avec. Ça devient quoi l'idéal? L'au-delà. Il y a une expérience qui nous a précédés. C'est l'expérience du XXe siècle qui dit on va trouver encore un au-delà. Après la Révolution française, après les inventions, après l'incarnation dans les faits d'un idéal, disons, assez conforme à une exigence rousseauiste, fonder l'État sur un contrat, sur l'homme, etc., on va trouver encore un au-delà. Ah ben on a vu ce qu'on a vu au XXe siècle. L'au-delà est problématique. Et donc notre situation aujourd'hui est celle de devoir entretenir un idéal incarné. La République, c'est devenu un fait. Il ne s'agit pas de dire que le réel est l'idéal, parce que si je prends le contrat social de Rousseau, je trouverai toujours un écart entre ce que la République est dans ses institutions et ce qu'elle doit être. Bon, nous sommes très éloignés de cette République constituée par des citoyens qui sont tous à la fois actifs et passifs. Actifs en tant qu'ils font chacun la loi et participent à l'exercice de la volonté générale, passifs en tant qu'ils sont soumis à la loi. Enfin, nous sommes très éloignés de la démocratie directe, pensée par Rousseau, de la République idéale, mais en même temps, la République dans son imperfection, la République de fait, est bien plus proche de l'idéal, évidemment, que je ne sais quel système tyrannique ou totalitaire, lequel bien souvent d'ailleurs a mis en avant une utopie pour justifier ces pratiques. Je conclurai donc mon propos par cet élément de réflexion. Finalement, aujourd'hui, maintenir l'exigence d'utopie, c'est devenu un paradoxe philosophique. Nous venons après, nous ne venons pas avant, nous venons après la Révolution, elle est faite. Donc s'il faut refaire encore la Révolution, le danger c'est de trouver dans les utopies quelque chose de toujours profondément réactionnaire, paradoxalement. Celui donc qui est attaché au présent, en tout cas dans ce qu'il a de recevable, celui qui est attaché aux idéaux de la République, celui qui est attaché à la démocratie aujourd'hui, ne renoncera pas à l'idéal, ne renoncera pas à l'utopie. Mais très étonnamment, il n'hésitera pas à se tourner vers un paradoxal conservatisme utopique. Je vous remercie de votre attention.